Depuis plusieurs années, la présence des dozos dans certaines zones de sécurité inquiète en Côte d'Ivoire. Barrages routiers, interventions armées, participation à certaines crises politiques. Pour certains observateurs, ce phénomène s'est renforcé pendant les crises militaro-politiques du pays. Alors sommes-nous face à un simple héritage des crises passées? Ou à un problème que l'État n'a jamais réellement réglé? Dans cette vidéo, nous allons analyser les conséquences possibles pour l'État ivoirien suite aux différentes revendications. Mais d'abord, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Mais aujourd'hui, des dozos, après avoir été utilisés comme des supplétifs au niveau des forces de police, déjà en Abidjan, par la suite sont devenus des forces paramilitaires, des groupements même de sécurité rapprochés pour certaines personnalités. Même M. Ouattara, à une époque, a utilisé des dozos à son domicile. Je vous invite sur l'interview du journal Le Parisien en 2000. Vous avez des vidéos aussi même de l'INA, de l'Institut national d'archives, où vous voyez des dozos qui étaient devant sa résidence en Côte d'Ivoire, qui surveillaient sa résidence en Côte d'Ivoire. Ensuite, ils ont fait éruption dans la rébellion en 2002. Il y avait pas mal de dozos qui ont rejoint la rébellion. Ensuite, la crise de 2010, il y avait pas mal de dozos. Dans les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, dans les massacres qui sont passés dans le Nord, même aussi à l'Ouest, même à Bobo. Même aussi à Bobo, où on parle du commandant Ferré, avant qu'il avait une queue qui est magnétique, voilà. Les vidéos prolifèrent. Les vidéos prolifèrent. Donc, en dehors de ça, et aussi nos autorités. On a des autorités aussi militaires qui font des apparitions. Ça relève du privé, mais des autorités militaires qui font des apparitions dans des fédération de dozo et tout, c'est diffusé à la télévision. On a eu même Ahmed Bakayoko à l'époque qui allait même sensibiliser, je me rappelle, ces dozos-là, de ne pas prendre part aux choses publiques et de rester dans leur domaine de prédilection, qui est tout ce qui est traditionnel et autres. Donc c'est vraiment une problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, la méthode forte doit être appliquée vis-à-vis de ces personnes ou une méthode véritablement pédagogique? On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Franchement, il faut être franc. Qu'on apprécie ou pas, on a vu pas mal d'autorités. Moi, j'ai vu sur la radio-télévision ivoirienne, aller les rencontrer, les sensibiliser de ne pas faire du trafic, parce qu'ils sont aussi mêlés, même dans leur paillage clandestin, dans plein de choses. Voilà. Mais la méthode pédagogique, je sens qu'elle ne passe pas. Est-ce qu'il faut aujourd'hui aller avec une méthode forte, rigoureuse, peut-être faire des cas d'exemple, sans forcément avoir des pertes en vie humaine, mais que la justice puisse trancher véritablement? Est-ce que les autorités ne sont pas dépassées par ce phénomène? Mais c'est ce que je dis, parce que je dis que cette affaire de Dozo, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est depuis 1994, sous Henri Konan Bédié, que ça a commencé. C'est-à-dire que la bêtise républicaine a voulu légitimer des chasseurs traditionnels comme des supplétifs. Et c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui concerne l'administration et la République, on passe par les voies normales qui sont des voies et concours et autres. S'il faut, je pense qu'à cette époque, en 1994, il y avait des jeunes qui chômaient. On pouvait faciliter les concours d'entrée à l'école de police ou de gendarmerie dans ce cas-là. Et puis peut-être, même s'ils n'ont pas le niveau, essayer de faire une auto-formation au sein de leur recrutement. Mais prendre des chasseurs traditionnels qui n'ont aucune vocation, même, on va dire, excusez-moi, je ne dis pas eux tous, des lois républicaines et tenir une arme, tirer sur autrui, je suis désolé, ça ne se fait pas. Donc on a laissé le loup, d'accord, entrer dans la bergerie. Et quand c'était ainsi, c'était un massacre. Aujourd'hui, on a vu la rébellion, c'est une bêtise. Il faut reconnaître quand une bêtise, elle est collective. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité, mais cette affaire de Dozo, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'époque d'Henri Konan Bédié. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix fort. Mais voilà, justement, il ne faudra pas, c'est vrai que c'est depuis l'époque du président Henri Konan Bédié, mais ne faisons pas comme si le président Henri Konan Bédié, il ne faudrait pas que ça laisse penser que le président Henri Konan Bédié a favorisé. Non. Ça n'a pas favorisé. Bien au contraire, les autorités à l'époque se sont battues contre cela. Je me souviens d'un papier à l'époque du Bala Keïta qui s'était fondu d'un papier pour soutenir ces chasseurs traditionnels, pour leur dire que d'une certaine manière, ils avaient leur place. Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des armes à feu, mais ils avaient leur place dans ça fait polémique. Ça fait polémique, ça fait jaser. À un moment, on a réussi à Abidjan, en tout cas les faire sortir d'Abidjan, mais ils ont pris goût à la ville, ils ont pris goût aux raquettes, ils ont pris goût à un certain chose. Et puis il y a eu la faveur de la crise militaro-politique. Donc c'est un phénomène qui est dépassé. Non, c'est pas un phénomène qui est dépassé. C'est un phénomène qui existe, mais le pouvoir public ne peut pas être dépassé. Les dozos ne peuvent pas dépasser. Soit ils ne sont pas dépassés, ou ils sont complices. Ils laissent faire. Ils laissent faire. Donc c'est ça, c'est complice ça. Ils laissent faire. Ils font comme s'ils voient pas. Ils voient. Jean-Yves, mon président, vous avez la parole. Oui, déjà, je vais essayer de recadrer un peu les choses, parce que dans cette histoire-là, déjà c'est dans le département de Zarabaon, et pardon, dans le canton de Zarabaon, dans le département de Bangolo. Bon, c'était pas Djoko. Et puis, en fait, ce dernier-là, il vient pas de Djoko, mais il vient plutôt de ce canton-là.
Mais c'est l'information qu'on a reçue. Hein. oui, mais c'est un jeune Baoulé donc, qui est installé dans le département de Bangolo, précisément dans le canton de Zarabaon. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que c'est le député de la circonscription de Tchokwe qui a pointé cette situation-là du doigt. Donc, ça remet en question que faisait le député de la circonscription de Bangolo, notamment le ministre, le ministre Sereto. Voilà, Sereto Célestin. Je pense qu'il a dû laisser sa place à son second, mais il reste quand même informé parce que ça, il fait partie des élus locaux. Voilà. Donc, que faisaient toutes ces autorités-là lorsque tout ça s'est passé? Donc, c'est dans sa circonscription, donc ça pose problème. Voilà. Et puis, pour le contexte, hein, c'est-à-dire, il a passé plusieurs barrages. Et c'est lorsqu'il est arrivé maintenant. Donc, plusieurs barrages de gendarmerie, hein, et à ces barrages, il semblerait qu'il aurait payé à différents barrages. Et lorsqu'il arrive sur le barrage maintenant des Tozo, on lui demande de payer la somme de 500. Il dit qu'il n'a plus d'argent et qu'il a payé auparavant. Donc, moi, déjà, ça pose problème. Des barrages de gendarmerie où, à chaque barrage, comment on appelle ça, le motocycliste est obligé de payer. Ça me pose problème déjà. Et ensuite, il arrive sur le barrage maintenant des Dozo et on lui demande encore de payer. Donc, il dit non. Bon, là, j'ai pas d'argent. Au prochain passage, lorsque je vais revenir, je vais payer parce que j'ai plus d'argent et que j'avais déjà payé auparavant. Et c'est en ce moment-là que les Dozo ne comprennent pas, c'est-à-dire ils refusent de comprendre. Et c'est là maintenant que tout part et le coup part, il tire sur le jeune homme, le monsieur. C'est en ce moment que son frère qui était derrière la moto, parce qu'ils étaient deux, a pris la fuite et il allait alerter les autorités. Donc, la gendarmerie. Voilà. Donc, c'est comme ça les choses se sont passées selon des témoins qui étaient sur place. Voilà. Maintenant qu'on a fini de dire ça, moi, le problème, en fait, c'est comme si tu es dans une maison, parce que ces oiseaux, effectivement, ils n'ont aucun statut juridique. Et puis, moi, je pense qu'ils sont pas aussi formés pour le maintien de l'ordre, donc pour être sur ces voies-là. Mais lorsqu'on a des oiseaux, c'est-à-dire sur le même tronçon, on a des barrages de gendarmerie et de dozo, mais à quel moment on autorise ce genre de choses? Et les autorités locales moi, je pense que ces autorités sont informées de cette situation-là depuis longtemps. Mais pourquoi on laisse faire? Est-ce parce que les forces de défense et de sécurité ne sont pas en nombre dans cette région-là, donc on a besoin de Tozo pour les accompagner pour le maintien de l'ordre, ou c'est pourquoi? Donc il y a des questions à se poser. Et comme moi je regarde ça, quand tu prends souvent on nous bandit des chiffres comme quoi en termes de sécurité, la Côte d'Ivoire c'est ceci, la Côte d'Ivoire c'est cela. Mais voici des failles des gens de sécurité aujourd'hui. Est-ce que la population de cette région-là, de cette zone-là, est véritablement en sécurité? Et pourquoi c'est des dozos qu'on envoie dans cette circonscription-là, dans cette localité-là? Est-ce pour intimider la population par rapport peut-être à certains événements, ou bien c'est véritablement pour le maintien de l'ordre? Donc il y a beaucoup de questions que moi je me pose. Et à ces questions aussi, là, regardez, moi, les dozos, je vais essayer d'imager ça. Hein. C'est comme tu es dans une maison avec un enfant. Donc, tu as ton enfant, c'est-à-dire en tant qu'époux, hein, en tant qu'époux, tu as ton épouse et puis tu as ton enfant. Lorsque quelqu'un, par exemple, cette personne-là se met à battre son épouse devant l'enfant qui ne sait pas ce qui se passe, il copie automatiquement. Et lorsqu'il va grandir, c'est normalement cette attitude-là qui va reproduire. C'est pareil que les dozos. Les dozos, là, ils n'ont pas cette formation de maintien de l'ordre là, mais ils ont eu pour habitude de voir que dans cette Côte d'Ivoire, à un moment donné, les corps habillés, ou du moins ceux qui avaient des armes, se sont permis d'avoir une certaine attitude face à des populations désarmées. Donc, pour eux, c'est normal. C'est pour ça que le monsieur, il dégaine et puis il dit, pour lui, il a eu l'habitude de voir, ils ont chosifié le peuple de l'Ouest. Le peuple-là, les ouais, là, on les a chosifiés dans ce pays-là. Et moi, c'est ce qui me gêne. Et ça, c'est depuis plus de 25 ans et depuis plus de 20 ans. Ils ont chosifié ce peuple-là. Ils ont chosifié ce peuple-là. Et aujourd'hui, ne nous étonnons pas que ces dozos-là, parce qu'ils ont eu pour habitude de voir, qu'il y a eu plusieurs massacres là-bas et ce n'est pas allé, comme on le dit, ce n'est pas allé quelque part. Et aujourd'hui, eux aussi se permettent de tirer parce que voilà, les gens ont eu pour habitude de faire ça devant eux, donc pour eux, c'est normal. À un moment donné, il faudrait que ça cesse. Et quand moi, je vois que des autorités, comme des gens, comme il y a plus le cas du ministre d'eau, Seredo. C'est un Seredo. Oui, quand il parle, c'est sa région. Quand, on comprend votre émotion. On va laisser la parole au président. Merci, Jean-Yves. Il faut boire l'eau. En fait, ce que Jean-Yves dit là, les dozos là, ils sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez à Kourougou, ils ne sont pas là-bas.
Ils sont dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je pourrais dire, c'est la suite, la conséquence de la crise militaro-politique de Côte d'Ivoire. À un certain moment, ils se sentent comme des ayants droit. Pour eux, ils ont combattu auprès d'un certain nombre d'une organisation qui est arrivée au pouvoir. Pour eux, c'est leur part, ils sont en train de prendre. Ils n'ont pas certains de la rébellion, sont rentrés dans la douane, sont rentrés dans ceci, dans cela, gendarmerie, police et autres, armée. Peut-être qu'ils n'ont pas eu droit à je pourrais dire, à rentrer dans l'armée, la gendarmerie ou la douane. Ils estiment que c'est sur le terrain, ils vont se payer. Voilà. Le phénomène des Dozo résulte de plusieurs décennies de crise politique et de décisions sécuritaires. Mais une question devient urgente. Un État peut-il accepter que des groupes armés non officiels exercent un pouvoir sur certaines routes ou régions? Donne ton avis dans les commentaires.